romans, hein. Il a écrit 6 romans, hein, et publié chez Jean-Claude Lattès. Hein. Donc, après Un manque d'amour, est sorti Le jour où j'ai quitté ma femme. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, tu l'as quitté? C'est pas vrai, ça, tu l'as pas quitté. Ah bah si, bien sûr. Comme tous les gens qui aiment leur femme, il a un jour quitté, mais je l'ai retrouvé. Mais j'ai voulu écrire dans ce roman quelque chose qui est très masculin, pour moi en tout cas, puisque, sauf à certaines heures pâles de la nuit, comme dit Léo Ferré, je reste très masculin. Mais j'ai voulu écrire dans ce roman comment on peut faire du mal à ceux qu'on aime. C'est-à-dire, pour une image, nous sommes restés en bons termes, et avec ma femme et avec la personne en question. Nous sommes restés en bons termes, ça je viens de le dire, ça fait 2 fois, donc je ne le dirai pas une 3e fois. Mais nous sommes restés en bons termes. J'ai voulu dire comment une image, l'image d'une belle femme, très belle femme, enfin du moins dans mes yeux, italienne, très comme ça, voilà, qui ressemblait à une star de cinéma, peut faire basculer quelque part la fragilité des hommes. Alors que je l'ai mis en 4e de couverture, d'ailleurs j'ai écrit en disant c'est l'histoire d'un homme qui quitte la femme qu'il aime pour une femme qu'il n'est pas sûr d'aimer. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de raconter ça. Le titre n'est pas de moi, j'en avais trouvé un beaucoup plus hypocrite, évidemment, beaucoup plus faux cul, mais mon éditrice, qui est une grande éditrice, qui est partie chez Gallimard maintenant et qui a découvert Monica Sabolo, les films de Vigan et tout ça, qui m'a découvert aussi d'ailleurs, je plaisante. Mais elle m'a dit, mais non Pierre, il faut aller droit au but, le jour où j'ai quitté ma femme. Eh bien, c'était formidable d'écrire ça, parce que écrire, c'est toujours aller au fond de soi. Je m'intéresse très peu aux histoires, évidemment, je m'occupe beaucoup de romans, donc d'histoires, de début, de milieu, de fin, etc. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup, des histoires avec un début, un milieu, une fin, quand elles sont de la fiction. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui nous tient debout, ce qui nous tient sur cette terre, ce qui est un peu notre équilibre, notre déséquilibre aussi. J'aime bien traiter du déséquilibre, et qui rend notre fragilité permanente. Comment ça se joue en nous? Comment on est l'un et puis l'autre? Comment on fait semblant? Comment on ment? Ça me passionne. J'aime beaucoup Annie Ernaux, j'aime beaucoup, même si ça peut vous choquer peut-être, je ne sais pas, je dis ça, non, je dis des conneries, c'est le 1 qui est là. Christine Angot, j'aime les gens qui pratiquent ce que j'appelle la littérature chignole, qui vont chercher au fond d'eux-mêmes. J'aime pas beaucoup l'histoire de cow-boys et d'Indiens. Les cow-boys et les Indiens. Ah ben oui. C'est très rebondissant. C'est incroyable. J'aime jouer la carte de soi-même. Alors c'est pas se regarder le nombril, loin de là. C'est se le disséquer le nombril. Et je peux vous dire que c'est pas toujours évident. Là je suis en train de travailler sur un livre depuis 4 ans. 3 ans. Et j'ai dit à mon éditeur, c'est un livre sur mon père, sur l'humiliation d'un homme. Mon père est un homme absolument humilié toute sa vie. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres livres, j'ai déjà évoqué, mais je voulais absolument rendre hommage à un homme humilié. Eh bien, j'ai dit à mon éditeur, t'inquiète pas, je connais le problème, je vais en parler, je te le donne ça dans 6 mois. Et ça fait 2 ans et demi que je lui dis, je te le donne dans 6 mois. Et je viens de rendre les 3/4 en ce moment. Parce que je trouve, moi ça m'apprend beaucoup, je continue à apprendre, je suis comme tout le monde en fait, ça m'apprend beaucoup d'essayer de prendre, non pas ce risque, parce qu'on ne va pas en Irak non plus, on n'est pas à Kaboul, on n'est pas... mais ce risque de soi-même, j'aime bien ce risque de moi-même, même si de temps en temps, mon épouse qui s'appelle Elisabeth, elle ne regarde jamais ce que j'écris, enfin elle ne regarde jamais écrit. Elle ne me regarde jamais écrire, elle ne me demande jamais de quoi ça parle. Elle découvre le livre après. De temps en temps, je l'ai vu un peu troublé. De temps en temps, je l'ai vu un peu désemparé. Mais en même temps, cette vérité-là, j'aime la dire. Merci. Après, donc, il y a eu d'autres romans, bien sûr. Putain d'Adèle en 2006, toujours chez la thèse. Recommencer, encore la thèse, 2010. 2 enfants, cette fois c'est édition du moteur. Et puis Un pas de danse, le dernier, c'était en 2017. Donc ça fait quand même 5 ans que tu as publié ton dernier roman. Oui, je suis très lent pour une raison simple, c'est que le journalisme n'aide pas non plus
Et on va peut-être revenir tout au début de ta question, rapidement. Le journalisme n'aide pas à se concentrer. Surtout quand c'est le journalisme culturel. Le journalisme de spectacle. Quand vous êtes à Cannes, à une soirée, cannoise, et que vous avez toujours rêvé de ça, tout à l'heure je vous dirai, si on a une seconde, je vous dirai pourquoi j'aime tellement ça. Quand vous êtes dans les froufrous, les trucs, les machins, le superficiel, enfin bon, vous imaginez soirée cannoise, c'est pas en rentrant à l'hôtel que vous allez vous remettre à votre roman. C'est pas en étant à droite à gauche dans des avions, à regarder toujours autour de soi que vous allez vous remettre à votre roman. C'est pas en vous disant, tiens, ce soir j'écris. Il suffit de se dire, ce soir j'écris, je sais pas si vous écrivez vous-même, je pense que certaines personnes ici, oui. C'est pas en vous disant ce soir je me mets au travail que vous allez vous mettre au travail. C'est pas en disant non, je peux pas ce soir, attends, il faut que je me mette à mon roman, mon éditeur l'attend. Une fois que vous avez dit ces mots-là, ça marche pas. Donc vous faites tout le contraire. Il y a plein de gens qui pensent que c'est en n'écrivant pas qu'on écrit, je suis assez d'accord avec ça. Mais simplement, oui, j'ai mis du temps parce qu'en plus, je fais d'autres choses. J'aime bien avoir une vie dispersée. J'aime bien être dispersé dans la vie. Une vie ne me suffit pas, en fait, pour tout vous dire. Et j'aime bien savoir que nous avons des... Rassurez-vous, c'est pas du tout immoral ou quoi que ce soit, mais des couloirs secrets qu'on suit aussi. Et j'aime beaucoup marcher, par exemple, sans rien faire. J'aime beaucoup regarder. Et j'aime beaucoup profiter de ce que me donne ce métier formidable. C'est d'aller voir ailleurs si j'y suis. Alors j'y suis, ça c'est sûr. J'y suis. Et il y a une semaine, j'étais à Nancy au Festival du Livre, qui a redonné d'ailleurs tout son faste au festival. Il y a eu plus de 150 000 visiteurs au premier Salon national du livre. J'étais là 3 jours. 3 jours, je me dis, tiens, c'est bien, je vais en profiter pour travailler. Mais j'en ai profité pas du tout pour travailler. J'en ai profité pour jouir du bonheur que j'ai d'être là. Mais je pense que tout ce terreau-là nourrit nos livres. Ça nourrit ça. J'ai l'impression d'être une baleine, alors attention, j'ai un peu minci, hein, mais une baleine qui avale du plancton tout le temps. Le plancton, j'étais à vélo pour venir, là, le plancton, c'est monter la rue des Couronnes, c'est venir ici, c'est finir, garer son vélo à côté, c'est dire à son vélo, je reviens, c'est ça le plancton. C'est voir les visages dans la rue. Quand vous êtes en reportage, moi je fais tous mes reportages en voiture, parce que j'aime pas aller en train, en avion quelque part, je traverse vraiment. Je regarde les paysages, le plancton, c'est tout ce qu'il y a autour de moi. Bravo, bravo. Bah, écoute, bravo. Moi je peux t'écouter parler pendant 3 heures, oui, hein, peut, mais bon, non, mais l'assistance voudrait savoir autre chose aussi. Alors, tu as écrit aussi un recueil de poésie paru aux éditions Bruno Doucet, oui. Qui a un joli titre, « Tes yeux poussent la porte du monde ». Oui, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec mon physique, je suis obligé de me battre. Mais oui, je dois à Bruno Doucet, d'ailleurs, je suis très fier de vous dire que... Très fier quand même, attention, hein, ça plaisante plus. Hein. Cette année, j'ai publié une seule chose, c'est un poème, mais dans l'anthologie de la poésie 2022. Donc il y a des petits jeunes qui commencent, Rimbaud, James Joyce, on s'en fout. Alors qu'il y a moi. Non, je plaisante, mais quel bonheur, quel bonheur. J'aime beaucoup la poésie, j'aime profondément la poésie. J'ai été désespéré dans les années 70-75, quand la poésie est devenue quelque chose de mathématique et de désincarné, qui a fait tellement de mal, quelque chose d'administratif. Il y a des gens que j'aimais bien, qui s'appellent Béchonic, mais ils nous faisaient pas des poèmes, ils nous faisaient des équations. Non, la poésie, pour moi, c'est Aragon, c'est tous ces gens qui gardaient la chair de la poésie. Et je trouve que maintenant, ça commence à revenir. J'aime la chanson poétique. Je suis très content que maintenant les chansons reviennent un petit peu avec des mots. J'aime beaucoup Bernard Dimet. Je fais partie de cet ancien monde où Bernard Dimet, vous savez, qui a d'ailleurs été qui avait écrit Syracuse, et ce crétin de Salvador ne voulait pas en entendre parler, parce que Salvador, qui savait rire haut mais pensait tout bas des méchancetés, ne voulait pas que ce soit Bernard Dimet qui soit l'auteur de ce livre, de cette chanson magnifique. J'aime beaucoup tous ces gens-là, parce que je trouve que la chair de notre vie, notre peau, elle est dans leur poésie. Et j'aime, enfin j'essaye tant bien que mal,
de transcrire ce vent intime qui nous parcourt. Moi, ce qui me frappe comme journaliste, c'est que souvent on m'a dit, quand est-ce que tu envoies ton papier? Tu sais, aujourd'hui, demain, il y a une grève, ou il y a ci, il y a ça. Est-ce que tu pourras envoyer ton papier tout à l'heure, vers 15 h, un peu plus tôt? Et j'ai dit oui, pas de problème. Et comme j'ai ce poste ronflant, mais vous avez compris que pour moi, c'est pas ronflant, c'est le bonheur de mon bonheur d'ailleurs, d'être grand reporter. Quand vous êtes grand reporter, vous n'êtes pas obligé d'être au bureau, vous êtes dehors, vous êtes partout. La première question qu'on vous pose quand vous êtes grand reporter, c'est t'es où? Vous savez, cette fameuse question à la con, t'es où? Bah, chez vous. Et je mentais d'ailleurs, que si j'étais à Montparnasse, je disais, bah là, je suis à la République, je suis où? Je suis nulle part, je suis chez moi, je suis dans le bonheur de vivre. Mais je savais que je devais envoyer ce papier et j'ai horreur de mettre le journal en retard. Je savais que je devais envoyer ce papier, mais il y a quelque chose qui me traversait comme un vent, un petit vent intérieur. Et ce vent, c'était le vent d'un poème. Quand je m'arrêtais dans un sushi ou dans une pizzeria pourrie, je prenais un rosé que seul mon estomac supporte, et là, tout d'un coup, j'écrivais ce poème, et une fois que ce poème, qui était encore, j'allais dire à l'essai, qui n'était pas construit, qui n'avait rien, mais au moins ce souffle intérieur, je le mettais sur le papier, et après, je pouvais écrire l'article. Et je l'envoyais ailleurs, ça c'est vrai, mais à l'heure, entre 15 h et 16 h, et tout le monde était content. Aujourd'hui, je travaille pour le Parisien Week-end, même si j'ai quitté le Parisien Quotidien, j'ai quitté un journal qui ne me quitte pas, donc je m'occupe des livres pour le Parisien Week-end, et j'ai une rubrique très impressionniste. Eh bien ça, je l'envoie toujours à 9h30 le mercredi matin, à 9h30 pile, et pas 9h31, parce que je sais ce que c'est qu'un journal, et on ne met pas, par respect, en retard, ni les gens qui travaillent, ni un journal. Je trouve ça formidable aussi, et ça m'amène à autre chose, et après je te rends la parole, c'est que l'urgence est formidable aussi pour écrire dans le journalisme, parce que c'est l'urgence qui nous guide, c'est dans l'urgence qu'on a un entonnoir où les mots... Si vous avez un mois pour écrire un article, vous allez mettre un mois pour l'écrire. Si vous avez 20 minutes, vous mettrez 20 minutes pour l'écrire. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un truc ici qui s'appelle l'entonnoir, enfin surtout dans le cerveau. Et l'entonnoir, il vous met les mots en ordre quand vous n'avez plus le temps. Si vous, par exemple, vous parlez des Césars et que le papier, il faut l'envoyer pour minuit, parce que c'est à minuit qu'on sort au minuit et demi, même maintenant, qu'on saura qui, vous vous dites, je vais écrire 3000 signes, 4000 signes, il faut que ça soit prêt pour minuit. Là, il n'est pas question d'avoir un mois pour le faire. Il est question d'avoir encore 1 heure, 40 minutes, 30 minutes, et en même temps ça change, c'est comme les matchs de football. Si on marque un but, si Depardieu débarque sur la scène et tout, il faut qu'à minuit ça soit envoyé. Cet exercice-là est un exercice formidable pour écrire. Et ça marche aussi, ça marche moins pour les romans, mais ça marche aussi pour la vie. C'est-à-dire que ce moment d'urgence de vivre, on le retrouve comme ça. Moi, voilà. Par exemple, tout à l'heure, je suis arrivé 10 minutes en avance. J'aurais pu arriver 5 minutes en avance. Souvent, je suis arrivé à l'heure de faire l'interview, parce qu'entre-temps, en montant la côte, j'avais la première phrase de l'interview. Et j'adore cette urgence qui, au fond, a une sorte d'éternité. Bravo, bravo encore une fois. J'ai pas dit bravo. Ah ouais, ben non, oui, le match de foot, c'est là. Écoute, tu as publié aussi 3 livres qui m'ont impressionné parce que c'est beaucoup de travail et dans ce sens de transmission, alors tu as publié 100 romans incontournables et puis 100 premières phrases incontournables que j'ai beaucoup aimées et 100 histoires drôles incontournables. Ah, les histoires drôles, c'est formidable. Moi, j'adore le théâtre. Et l'histoire drôle, si vous la ratez une histoire drôle, c'est une humiliation. Parce que, après, vous allez être obligé de dire, vous allez rire, mais plus personne ne rit. Si moi, je vous dis, vous allez rire avec cette histoire, déjà, vous n'avez plus envie de rire. Si en plus vous la loupez, alors là, c'est une catastrophe. Parce que, comme vous m'aimez bien déjà, vous allez être obligé de rire. Mais tous les rires vont sonner faux. Les histoires drôles, c'est un exercice d'équilibriste sur le texte. J'adore ça. Alors, je sais ce que vous pensez. Il va nous en raconter une. Oui, mais tout à l'heure. Et j'adore les histoires drôles longues. Vous savez, celles qui font 1 heure. Donc, voilà, donc je ne vous raconterai pas. Mais l'histoire drôle, c'est à entendre. C'est fait pour être entendu. Mais c'est pas fait pour être écrit. Et le travail que j'avais fait pour Livrio, c'était
d'essayer de faire rire en écrivant l'histoire drôle. Ça m'a pris un temps fou. Parce que c'est une question de chant, la phrase, de chant, chanter, de rythme. C'est une question de dialogue. Et j'ai trouvé que ça aussi, c'est un exercice formidable. Alors, quant aux premières phrases, c'est l'ADN. Je vais faire très court pour une fois, il est bavard celui-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, ma mère est morte, ou peut-être hier, de Camus. Il y a un mot, il y a un point entre les deux. Et pourtant, ce point relie, si vous la dites pour vous, le point, il n'existe plus. Pourtant, dans le texte, il existe. Et ce qui est formidable, c'est que c'est l'ADN totalement du livre. Proust dit « Longtemps, virgule, je me suis couché de bonne heure. Point. » Et tout ça nous fait finalement un prix Goncourt, machin, etc. Une œuvre qui là, c'est le centenaire de sa naissance. Tout ça nous fait une œuvre absolument mondialement connue. Pourquoi? Parce que s'il avait mis, ça ne serait pas arrivé s'il avait mis la virgule ailleurs, ou s'il avait dit « je me suis longtemps couché de bonne heure », ça n'intéressait personne. Non, non, là, longtemps, virgule, la virgule c'est un oreiller, je me suis couché de bonne heure. Et là, vous avez le chant de la phrase. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. C'est une ondulation. Déjà, on est là comme ça, on dit ça, on dit « ah, il s'est couché longtemps de bonne heure ». Trop bien, aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un rythme qui est là. Et donc j'ai voulu trouver en 100, maintenant il est un peu tard, il faut que je fasse le deuxième tome, ces premières phrases qui sont un peu comme on rencontre quelqu'un, quand on voit son regard, quand on voit sa façon de se mouvoir, comment naissent ces histoires d'amour. Les histoires d'amour naissent toujours, évidemment, d'une rencontre, mais aussi d'un fait que vous croisez, que vous repérez dans une soirée où vous connaissez personne, quelqu'un, qui n'a aucune raison que vous le repériez. Pourtant, c'est la personne que vous voyez. Bah, les premières phrases du roman, c'est ça. C'est pourquoi vous sentez bien que vous allez aimer ce livre. Bah, pour un rythme. C'est le rythme de la vie, le rythme de la respiration pour moi. On va donner la parole à la salle, Michel. J'écoute à me dire bravo. Pierre. Et oui, bien sûr. Donc, tu vas rebondir, tu diras des choses. Hein? Alors, il y a quelqu'un qui a une question? Ben oui, Merci de votre écoute. Bravo, et ils ont aimé ton discours, Pierre. Alors, petite question là, petite remarque. Mais tu peux pas lui redonner le micro, il parle si bien. Non, c'est le vin, c'est le vin. Vous seriez venu ce matin au café, c'était moins bien. Absolument, tu parles si bien, bien sûr. Dans votre longue carrière de reporter, est-ce que vous avez eu à partir, on va dire, à couvrir des événements? Oui. Ah non, couvrir des événements, non, parce que moi, ça reste la culture, vraiment. Alors, il m'est arrivé, quand vous êtes grand reporter, le journal vous envoie, vous pouvez demander à aller voir ailleurs si vous y êtes, d'une certaine manière. Donc, mais moi, je ne suis allé en Algérie que pour des raisons culturelles. C'est-à-dire, j'ai perdu son nom, je perds toujours son nom, on a un chien. Un cinéaste qui a fait... Oh, c'est fou, hein, je suis désolé, j'ai plus son nom. C'était magnifique. Non, français. Peu importe, ça m'en reviendra. Et grâce à lui, j'ai passé une semaine... non, je me souviens particulièrement de ça. Une semaine à Alger. Arcadie, peut-être. Arcadie, merci beaucoup. Merci. Une semaine, alors c'est pas un truc rigolo, mais si je vous raconte ça, vous allez penser que je me la pète. Mais je me la pète un peu quand même. Non. Je vous dirai après. En tout cas, j'ai passé une semaine à Alger. Ma femme est née en Algérie. Et elle rêverait d'aller à Alger. Mais pour l'instant, elle n'a pas eu l'occasion d'y aller. Mais quand je lui ai dit que j'allais en Algérie, j'ai vu dans son regard une sorte de petit nuage un peu transparent et bleu, disant « Ah, j'irai bien ». Et donc je suis allé à Alger, à l'hôtel Sofitel, qui était entouré de barbelés. Il y a une dizaine d'années, il était entouré de barbelés. On était escortés par 50 motards, je plaisante à peine, et on traversait Alger à 120 km/h. Et moi
voilà, je trouvais ça extraordinaire. On est allé tout en haut d'Alger, on est redescendu, etc. J'ai passé une semaine là-bas et il nous a montré Arcadie, la maison, où à l'époque il était mélangé à toutes les confessions, si je peux dire. Hein. Et il disait, voilà, j'ai habité là, j'ai fait ci, ma mère était là, les voisins d'en dessous étaient... Enfin, il racontait ce mélange absolument pacifique et pacifiste de son enfance. Donc ça m'a profondément marqué, j'ai plein de photos d'ailleurs. Mais je n'ai pas vu... mais par contre, j'ai compris, quand on roulait à 120 km/h dans les rues d'Alger, que bon, c'était pas non plus... voilà, hein, on n'était pas là non plus comme des touristes. Parce que la petite chose amusante, n'en voulez pas, c'est... Il se trouve que l'hôtel Sofitel, Sofitel a organisé un jour, pas un concours, mais on nous a demandé à plusieurs auteurs d'écrire un texte sur une ville. Et donc on était envoyé dans la ville. Et moi j'ai écrit, pas sur Alger, figurez-vous, sur tout à fait autre chose. Et moi c'était à Lyon. Et donc tous les auteurs avaient donc dans tous les hôtels Sofitel du monde leur fascicule, leur texte, qui était une sorte de grosse nouvelle, sur tous les lits des hôtels. Et quand je suis arrivé avec l'équipe d'Arcadie, tous les acteurs qui étaient là, moi j'étais juste le journaliste qui suivait le truc, quoi. Et tout le personnel de l'hôtel est venu vers moi. Et donc, j'aurais dit, non, vous vous trompez. C'est pas moi. C'est lui. Et les acteurs me regardaient un peu quand même, qui étaient des gens que je connaissais, hein, le cinéma. Mais tout d'un coup, ils trouvaient ça un peu fort de café quand même. Et bien non, mais c'est vous qu'on veut voir. Parce qu'en fait, sur les hôtels, il y avait mon nom partout. Et ils avaient tous lu le bouquin. Je vous raconte ça me restera toute ma vie, ça. Vous avez l'équipe des stars, puis vous avez le petit mec qui arrive comme ça, vous savez, un peu comme ça. Qui veut la vedette. Et il y a tout le monde qui se rue sur lui. J'ai trouvé que c'était vraiment une scène de comédie. Et je me souviens des barbelés. Sinon, ce que j'ai vécu, j'ai vécu 2 tremblements de terre, dont un au Pakistan. Et là, je peux vous dire, c'était rock'n'roll parce qu'une semaine, alors là, la guerre n'y est pour rien, mais le danger, j'ai bien vu ce que c'était que le travail de mes camarades. Je suis très, très ami avec les photographes du Parisien qui sont des gens formidables. Vous entendez parfois parler de Philippe de Poulpiquet qui, dès qu'il y a il est allé partout, en Afghanistan, partout. Là, il était en Russie encore, enfin, Russie, en Ukraine, pardon. C'est un ami absolu, on a fait plein de reportages ensemble. Et un jour, je me suis retrouvé en Afghanistan, et je vais y arriver, au Pakistan, et il y a eu un tremblement de terre. J'ai passé une semaine, non pas dans un hôtel au Pakistan, pas du tout. J'ai passé une semaine dans une, comment on dit, une colonne, vous savez, ces colonnes de béton creuses qui sont censées... en temps de paix, héberger tous les fils. Voilà. Et parce qu'on pouvait aller nulle part, et si le ciel nous tombait sur la tête et les pierres aussi, on n'y arriverait pas. Donc j'ai passé une semaine là, dans cette colonne, en sortant la journée quand même, hein, avec une chienne qui m'était bas. Et donc je me suis occupé des petits chiots. Et la journée, j'allais escalader des montagnes de gravats où j'aidais les sauveteurs à sortir des corps. J'ai fait ça, voilà. Je m'en vante pas, hein, du tout. Moi qui étais au cinéma tout le temps, à Cannes et tout, j'ai fait ça. Ça a duré moins d'une semaine, 5 jours. On ne savait pas comment rentrer, je vous le dis tout de suite. On ne savait pas comment j'allais revenir en France. Et donc, j'ai aidé ça, et j'ai aidé. Et c'est la première fois que je vous le dis, sincèrement. J'ai peur que vous pensiez que j'ai aidé à sortir des bras, que des bras. Qu'on mettait dans des sacs bleus. Et voilà. Et alors j'ai fait ça, et je vais vous dire un truc, c'est que je n'avais pas faim. C'est ça qui me marque aujourd'hui. J'ai jamais eu faim. Je suis parti avec un paquet de gâteaux. Avec un paquet de gâteaux. Le paquet de gâteaux, je ne l'ai pas fini. Et j'en ai même donné aux chiens. Et quand je donnais des gâteaux aux chiens, je me prenais des pierres sur la tête, parce que les gens ne supportaient pas qu'on puisse donner des gâteaux aux chiens.
Je vous raconte ça, ne pensez pas que c'est le... Voilà. Et puis, à un moment donné, grâce aux Américains, on ne pouvait pas envoyer beaucoup de messages. C'est les Américains qui pouvaient, par satellite, envoyer des trucs. Une seconde coûtait pas 1 euro, mais 1 franc. Je sais plus combien. Je sais plus, c'était encore au moment des euros. Oui. C'était déjà au moment des euros. 1 seconde coûtait 1 euro. Et vous pensez bien que c'est pas possible. Donc les journalistes américains m'ont aidé. Ils m'ont aussi aidé à retrouver une piste d'aviation qui n'était pas détruite pour rentrer à nouveau, pour reprendre merde, j'ai perdu. Ça me reviendra. Ne vous inquiétez pas, en Inde en tout cas. Qui m'ont emmené en Inde, et d'Inde, je suis rentré à Paris. Et à Paris, je suis arrivé à la maison, j'habite dans le 3e, entre la rue du Temple. Et là, je me suis demandé un peu d'où je revenais. J'ai repensé à mon métier, et là, j'ai ouvert mon courrier. Ma femme était en reportage, elle travaille pour un journal des arts. J'ai ouvert mon courrier. Dans le courrier, il y avait une magnifique enveloppe, sublime, vous savez, ce genre d'enveloppe qu'on reçoit, où on a écrit votre nom à l'encre d'or et tout. Et c'était une invitation au Ritz. C'était le soir même. Alors, c'était un truc littéraire au Ritz avec machin. Et donc, je me suis habillé, j'ai enlevé mes trucs qui puaient le renard depuis un certain temps. Et j'ai enfilé des habits qui vont avec, parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je sais aussi habillé. J'ai encore je plaisante. Et je suis allé au Ritz. Et là, j'ai vu ce qu'on imagine, c'est-à-dire ce luxe. Et puis, il y a une amie qui arrive qui me dit « Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'étais où ?» J'étais à Ahmedabad, là-bas, puis au Pakistan. Je reviens du tremblement de terre. Et je me souviens de le regard qu'elle a eu. Et je la comprends. Parce qu'elle s'est dit « Mais il se fout de ma gueule. C'est pas possible. » Et ça, c'est une façon de répondre à votre question. Parce que j'admire tellement le travail des journalistes. Et vous remarquerez, et c'est pas du tout une façon de MeToo, je sais pas quoi, j'admire tellement ce hommes et femmes allant là-bas, allant dans les tranchées, se prenant des bombes sur la gueule, etc. Moi qui fais le kéké à Avignon, à Cannes, etc. Je me dis, mon cher Pierre, voilà. Je suis toujours long quand je réponds. C'est pas grave, Pierre. Je crois que Zahir voulait poser une question, c'est ça? Tiens. Non, il y a... Zahir, vous voulez poser une question? Non. D'accord, pas de question. Alors. Bon, cher Youssef, moi d'abord merci d'être là parce que c'est un plaisir de vous écouter. Vous êtes un conteur fascinant. Ah bah, vous êtes quelqu'un d'éclectique, journaliste, écrivain, poète, et vous êtes aussi chanteur. Ah, j'aime bien chanter. Voilà. Oui. Et donc, j'imagine que les projets foisonnent dans votre tête, point de vue des écrits. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que parfois, il vous est arrivé, est-ce que parfois, on vous a refusé un écrit culturel? Ah oui, bien sûr. Oui. Pas dans le journalisme, hein. Non, ça non. Pas dans le journalisme. Mais non, parce que quand même là... Non, je fais vite, je fais court. Fais comme tu veux. Il n'y a aucun souci. La soirée, c'est fini à 4h du matin. Non, mais... toute petite... je fais court, mais ça va vous amuser. Peut-être avez-vous dans votre entourage, ou vous-même, des gens, des neveux, des nièces, des fils, des filles, qui veulent écrire. L'histoire du premier roman qui s'appelle Un manque d'amour, qui pour moi, évidemment, dans le premier roman, vous savez, vous mettez tout, hein, c'est comme un shaker, hein, vous tournez ça, vous servez ça à chaud ou à froid, il y a à peu près tout. Avant d'être au Parisien, j'ai exercé d'autres fonctions, et notamment dans des magazines de chez Philippe Paqui, à droite, à gauche, etc. Et puis, dans ces magazines-là, il y a toujours des séminaires. Et les séminaires, il y a toujours des gens que vous ne connaissez pas, et ces gens que vous ne connaissez pas, vous finissez par les connaître. Et un jour, un séminaire pour le journal Max, qui était un magazine mensuel, tenu par Rizzoli et Philippe Paqui.
On a un séminaire à Boulogne, je sais pas, dans un grand machin, vous savez. Et là, il y avait l'écrivaine Claire Gallois. Et Claire Gallois vient me voir à la fin, elle me dit « Ah, Pierre, c'est formidable, j'adore Max, vous savez, puisque je suis là, et puis voilà, et puis mais est-ce que vous écrivez ?» Alors, je dis « Oui, je venais de finir mon bouquin, Monde d'amour. » Je dis « Oui, Claire, j'écris. »« Ah, envoyez-le-moi. » Alors, je lui envoie, je lui apporte, même. Moi, je fais tout à vélo, hein. Je n'envoie pas, moi, à la poste. C'est comme Danny Boone, vous savez, je fais le tour de la ville avec ma lettre. J'apporte tout essoufflé ma lettre. Donc là, je lui apporte tout essoufflé mon truc. 2 semaines après, et je m'étais vanté auprès de tout le monde. 2 semaines après, elle me dit, c'est formidable, formidable. Elle me dit une phrase curieuse quand même. Elle me dit, je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour le lire. Moi, je me suis dit, 2 semaines... pour 180 pages. En fait, bon, elle me dit, c'est formidable, je vous invite à déjeuner, là où nous publions tous nos nouveaux... C'est chez Grasset, hein, quand même, c'était chez Grasset. Nous publions tous nos prochains auteurs. C'était un petit resto italien qui est à Saint-Germain-des-Prés, très chic, très machin, il baronnait, je ne sais plus comment ça doit. Elle me dit, vous allez manger les pâtes à l'encre de sèche, parce que quand nos nouveaux auteurs sont publiés, on leur donne les pâtes à l'encre de sèche. Donc je mange les pâtes à l'encre de sèche, je finis, je sors, j'ai l'impression de truc qui a explosé dans la bouche, tout le monde m'a dit ça va, tes dents, et je rentre chez moi. Et j'avais un collègue au journal à l'époque que j'avais embauché, absolument par gentillesse, parce qu'il m'avait rendu un service, qui était devenu mon rédacteur en chef adjoint. Et lui, je sentais sa jalousie absolue. Je sentais qu'il voulait prendre ma place, le rédacteur en chef. Et donc, il me disait, et ton roman, dont tu me parles de temps en temps, question perverse, il dit, ah ça y est, il va être publié chez Grasset. Alors là, je sentais la déception, j'ai dit, parce que vous connaissez la jalousie des autres, quoi. Là, c'était pas la meilleure nouvelle pour lui, quoi. Donc il repart en disant c'est correct là, son roman, vous emmerde. Et puis j'ai pas de nouvelles. Du tout. 15 jours se passent, 2 mois se passent, 4 mois se passent. J'ai envoyé venir mon mec là qui disait alors il s'entend qu'on 6 mois se passent, au bout de 6 mois j'appelle Claire Gallois. Bonjour Claire. C'est qui? C'est Pierre Vavasseur. Qui? Pierre Vavasseur. Ah oui, oui. Oui, j'ai pas tellement de temps. Dis-moi. Là, je voulais savoir... Elle me dit quoi de neuf? Et j'ai dit, c'est justement... si vous voulez... En gros, c'est un peu le contraire. Ah oui, non, ça n'intéressait personne. Et donc, mes jambes se sont effondrées. Le cœur est descendu d'un cran, j'ai pas eu de descente d'organes, mais ça aurait été pas loin. Et je me suis dit, mon cher Pierre, c'est ça Paris. Après, j'ai commencé à publier, et au bout du 3e ou 4e livre, alors que je suis pas Bernard Werber, je suis pas Amélie Nothomb, rassurez-vous, j'ai eu le prix de la Fondation avec le dernier, j'ai eu 2 prix, mais j'ai jamais dépassé 3000 ou 4000 exemplaires, moi. Vous savez, je fais partie de la troupe des hein. Au bout de 3... Elle me voit dans une soirée, au prix féminin, elle me dit « Ah Pierre, j'adore ce que vous écrivez. J'adore. Pourquoi n'êtes-vous venu jamais chez Grasset ?» Donc, si vous voulez raconter cette histoire à des jeunes gens que vous connaîtriez, n'hésitez pas, parce que tout est lent. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On est déçus souvent. Mais c'est normal d'être déçu, je trouve ça normal. Quand je suis arrivé à Paris, moi j'ai quitté le Dauphiné libéré, je suis arrivé à Paris avec pas beaucoup d'argent, et j'ai été hébergé chez un copain qui s'appelle Denis, avec qui on avait fait du théâtre ensemble. J'étais hébergé à Sainte-Geneviève-des-Bois, et tous les matins je venais dans Paris, et j'allais dans les bistrots de tous les journaux, le Matin de Paris, Libération, Figaro, La Croix, tout ce que vous pouvez imaginer, tout. Et je finissais par rencontrer des journalistes qui me disaient « Mais donc, va nous voir Serge Julie, va nous voir un tel. » J'allais voir et tous me renvoyaient à un autre. J'ai retrouvé cet été à Nantes, en rangeant des affaires diverses et variées, toutes mes lettres de demande, toutes mes lettres de refus.
Et puis, il me restait 5 francs. 5 francs. 5 francs. J'avais pris la clause de cession à l'époque. La clause de cession, c'est un truc compliqué à dire, mais j'étais parti à Paris 46 000 francs. 46 000 francs, il me restait 5 francs. Donc je marchais dans Paris en regardant dans le caniveau s'il n'y avait pas éventuellement un peu plus. Sinon, je racontais des histoires drôles d'animaux devant Beaubourg. Tout ça est absolument vrai. Pour me faire 10 francs, etc. Et là, j'ai été sauvé par mon ange gardien, par le gong, et je me suis retrouvé, voilà, et je me suis retrouvé, j'ai trouvé mon premier boulot. Tout ça pour vous dire que j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Si, toutes les lettres de refus, après, j'ai tout gardé. Et en conférence de rédaction, pardon, ça m'échappe, mais à l'école de Lille ou à l'école de Bordeaux, etc., je les montre. Parce que si vous ne les montrez pas, vous montez. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous voyez arriver dans les écoles de journalisme des jeunes filles fringuées comme si elles présentaient le journal d'M6, alors qu'elles font 5 fautes par ligne. Et vous voyez arriver des mecs qui s'en foutent complètement, et quand vous leur dites faites une enquête culturelle sur Bordeaux, ils vont voir le musée d'à côté, et puis ils reviennent avec le musée d'à côté. Je dis, mais avec le musée d'à côté, ou il n'y a rien d'autre à Bordeaux? Donc c'est assez décevant, et ces gens-là, il faut leur dire tout de suite que c'est pas un métier pour eux. Pardonnez-moi, je suis toujours très... Non, non, c'est très bien, c'est excellent. C'est excellent et personne ne parle comme toi, Pierre. Personne ne dit ce que tu es en train de dire. Bon. Mais oui, mais oui. Et la chanson alors? Ben, j'aurais pu amener ma guitare. Ah, c'est un chanteur qui demande une chanson. Il y a des chanteurs, hein? Oui, oui. Alors, nous avons une star internationale avec nous qui va chanter samedi prochain à l'Européen. L'Européen. Moi, je l'ai surnommé le Pavarotti berbère. À 20h. Bon, je te donne le micro, tu dis. Samedi prochain, c'est quel jour ça? Tu chantes ce que tu veux. Alors, juste pour donner l'info, permettez-moi de dire. Déjà, merci beaucoup. J'en perds mes mots. Bonjour, merci beaucoup de votre présentation et des énormes choses que vous faites. Bah, si, merci. Le vin est très bon. Oui, je confirme. Simplement pour donner l'information par rapport au Pavarotti, comme le surnomme Misa, mais je le laisserai le dire. Qui est monsieur là-bas? Oui. Oui, le monsieur en face de moi, assis fâché en face de moi, va se produire sur la scène de l'Européen le samedi 24 septembre à partir de 19h. Mais le concert lui-même débutera à 20h. C'est des chants berbères pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un concert spécial puisqu'il sera en hommage et fortement inspiré. C'est souvent inspiré des travaux des femmes berbères pour ses spectacles, mais celui-ci aura une touche particulière puisqu'il sera en hommage à sa maman partie il n'y a pas très longtemps. Et je laisse le dire maintenant. 23, c'est le 24 septembre? Oui, le 24 septembre à l'Européen, métro. Oui, c'est samedi prochain à 19h, métro Place Clichy au théâtre de l'Européen, qui est un très joli théâtre par ailleurs. Oui. Est-ce que je suis là? Merci. Non, je suis en train de penser, est-ce que je suis là? Et si je suis là, je suis toujours inquiet, je vais faire des bêtises, mais moi je viendrai absolument. Hein. Gardez-moi une place, je vous le dis, je vous confirme tout à l'heure, il faut un coup de fil. Ouisa, voilà, tu n'as rien à dire. Oui, vous parliez de la chanson. La chanson, c'est marrant parce que hier en fin de matinée, j'écoutais une émission avec Dominique A, le chanteur que je connais pas plus que ça. Je veux dire, du moins, je connais son travail pas plus que ça. Et l'intervieweur, qui est quelqu'un que je connais bien aussi, qui est Benoît Duteur, qui a beaucoup fait pour l'opérette, figurez-vous, qui fait toujours sur France Musique, lui pose une question que j'ai trouvée très simpliste de la part de Benoît. Ça m'a étonné. Il dit, mais vos chansons sont toujours très calibrées et vos poèmes sont toujours en vers libre. Et je me souviens d'avoir pensé immédiatement, ben oui, mais c'est normal. Parce que c'est pas les deux mêmes chants. Le chant d'un poème, il est ce qu'on disait tout à l'heure. Il vous vient de quelque part. Enfin, moi, je fais pas le malin en disant ça. C'est plus fort que moi.
mais c'est plus fort. Je dis pas que c'est très bon, hein, je dis pas ça du tout. Hein. C'est vrai. Mais je dis, c'est étonnant ce chant qui nous libère. Et je me tourne vers Youssef en disant ça. Par contre, une chanson, il faut bien que ça tienne debout. Et pour que ça tienne debout, il faut que ça soit un poème. Et un poème qui soit très calibré, qui soit très maîtrisé, comme un cheval. Ma femme fait du cheval, je sais bien qu'elle ne va pas partir dans tous les sens. Moi, je pars dans tous les sens, chacun sa façon de vivre. Mais un poème, il faut que ça soit joli, calibré. Au Parisien Week-end, qui me fait le bonheur de continuer à travailler avec ce journal, j'ai une rubrique, j'avais jusqu'à présent une rubrique qui s'appelle Paris la nuit, qui n'est pas une rubrique de boîte de nuit, hein, c'est Paris la poésie de la nuit. Et j'ai écrit le dernier chant, si je puis dire, qui paraîtra le 23 septembre. J'ai écrit un poème sur ce que m'a apporté cette façon d'écrire sur Paris la nuit, avec mon vélo qui m'attend, là, qui est juste à 20 mètres d'ici. Comment on écrit sur Paris la nuit? Qu'est-ce qu'on voit Paris la nuit? Il n'y a plus intégrer le confinement là-dedans, bonjour. Hein. On va chercher un sujet la nuit dans Paris vide, bonjour. Donc, mais la poésie nous sauve toujours. La chanson, ce qui est formidable dans la chanson, c'est qu'un jour j'ai senti, je me permets, Oui, bien sûr. j'ai senti une main. Moi j'adore la chanson française. Je suis resté bloqué à Léon Ferré, à Bernard Dimet, dont je parlais tout à l'heure, la chanson française. Et à un moment donné, j'ai senti une main qui me disait, Pierre, chante un peu. Chante, écris des chansons. Et j'ai commencé à Deauville, à un festival de Deauville. Je vais vous dire, je connais toujours pas mes chansons par cœur, mais ça y est, c'est parti mon kiki. J'ai un spectacle maintenant qui s'appelle... vous voyez, il s'appelle, je m'en souviens déjà plus du titre. J'ai trouvé le titre ce matin. C'est pas grave, Le parfum clos des mots anciens. Et qui mélange un peu de mes poèmes et un peu de mes chansons, qui est adaptable, parce que je le fais dans les salons du livre. Alors, 25 minutes, moi j'ai horreur de faire chier le monde, hein, je dis tout de suite, 45 minutes, et puis 1h15 en cas de débordement large, mais c'est un bonheur infini de chanter. C'est un bonheur infini de chanter ces trucs. Alors le problème, c'est que je m'en souviens pas. Alors, je me souviens des chansons des autres, mais pas des miennes. Donc j'ai toujours mon truc devant moi, là, et notamment à Ménilmontant, pas loin d'ici, finalement, un peu plus bas. Maintenant, je chante mes chansons, et j'ai l'impression que j'ai entendu une très belle phrase, je ne sais plus qui avait dit ça, il faut garder en nous ce qu'on a d'éternellement jeune, et je trouve que c'est ça. Tu chantes bien, Pierre. Moi, je vais te dire, ça fait 10 ans que je suis à tes récitals, parce qu'il y a 10 ans, je l'avais... Vous avez vu ce qu'il a dit, hein? Ça fait 10 ans qu'il est atterré à mes récitals. Ah bah oui, mais là où il non, est, je sais que... j'arrive. Mais franchement, il les interprète de manière originale, mais vraiment naturelle. Et on sent que c'est du vrai, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un extrait, s'il vous plaît? Bah, j'ai pas ma guitare, mais je peux vous faire a cappella. Mais oui, J'avais prévu le coup. Hein. Alors ça, je pense. Elle, Anne-Charlotte, violoncelliste, Grand Prix du Conservatoire, m'accompagne. C'est-à-dire que sans elle, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, je vais vous chanter a cappella une chanson que... j'ai pas la fin de la phrase. Une chanson qui plaît beaucoup, qui est courte en plus. C'est une chanson qui s'appelle Avant. Vous m'entendez quand je parle comme ça? Oui. C'est une chanson qui s'appelle Avant. Une chanson très très simple. Là, vous n'aurez ni la violoncelle, vous n'aurez rien que ma voix. C'est une chanson dont je me suis dit qu'elle allait plaire à personne parce qu'elle disait quelque chose de triste. Or, on sait tous que finalement, les chansons tristes sont des chansons qui tiennent. Et je vois que dans mes petits récitals, cette chanson plaît beaucoup, donc je vous la fais a cappella. Avant que... Alors, il y a la guitare, il faut imaginer tout.
Avant que ça se fasse, avant que ça ne passe, je me souviens du parfum clos des mots anciens, des éclats fervents de nos mains, de ton corps contre le mien. Avant que ça s'efface, avant qu'il n'y ait trace du chemin, des roses hérissées du jardin, des plaisirs élus au matin, des mots fiancés à demain. Avant le coup de grâce, avant qu'il n'y ait place pour plus rien, qu'un écho froissé mal éteint, qu'un bonheur antédiluvien, qu'un petit fracas de destin. Je te dis à voix basse, avant qu'on ne se lasse, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Viens. Bravo. Eh bien voilà, c'est une belle chute. Je pense qu'on arrive... Ah, il y a quelque chose? Oui. Ah, d'accord. Ah. Pierre. Je voudrais juste lire un texte, parce que Youssef est un homme d'une humilité formidable, mais je ne sais pas comment dire les choses, parce que... Mais bon, moi je n'ai jamais fait grand-chose sur toi, mais ça va venir. Et cette humilité formidable va avec une œuvre qui est d'une vérité incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une vérité incroyable dans la force des mots, la simplicité des mots, le sens des mots. Je voulais, depuis que tu m'as dit, voilà, est-ce que tu veux venir? Moi j'ai un petit cadeau à te faire, j'espère que c'est un cadeau. Ah bon, oui, bien sûr, c'est un énorme. Je trouve cet homme très courageux. Le courage aujourd'hui, on sait bien qu'il est... On ne sait pas trop où il se cache. Ça s'appelle Plage de rêve, plage au pluriel. Tu viens d'un pays de lumière, tu viens d'un pays inoubliable, tu viens d'un pays perdu, tu viens d'un pays irrécupérable. Tu viens d'un pays qui t'a oublié. Tu viens d'un pays qui n'ose plus dire son nom. Toi aussi, tu as oublié cette lumière. Toi aussi, tu ne rêves plus de ces plages de rêve. Les plages de ta jeunesse et de tes amours de jadis. Toi aussi, tu ne te fais plus d'illusions. Toi aussi, tu laisses les jours imposer leurs lois. Toi aussi, tu ne sais plus où tu vas. Merci Pierre. Et j'ai fait une petite erreur, c'est d'un pays qui n'ose plus dire ton nom. Libre comme le vent, poème, aphorisme et errance, aux éditions Fauve au pluriel, nous sommes Irène. Merci, merci Pierre, merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci à vous. Merci.